La forme de l'insigne est celle de l'écu typique de l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Le point armé du glaive représente la formation militaire que les élèves reçoivent à l'école afin de les armer pour leurs futures responsabilités de jeunes chefs. Le fond est de couleur rouge, couleur de l'artillerie, auquel les chars appartenaient avant de devenir une arme à part entière, l'arme blindée cavalerie. Apparaît ensuite le ruban ainsi que la croix de guerre 14-18 qui sera attribuée au parrain avec une citation à l'ordre de l'armée pour son action héroïque à Berry-au-Bac. L'insigne de l'artillerie spéciale rappelle que votre parrain a servi cette arme novatrice jusqu'au sacrifice de sa vie. Le char Schneider fut le premier char d'assaut français utilisé durant l'offensive Nivelle du 16 avril 1917. L'année 1917 nous rappelle qu'il y a 100 ans, des hommes au courage sans limite s'élancèrent dans des chars afin d'ouvrir des brèches dans les lignes ennemies. Enfin, à gauche, en lettres d'or, vient s'inscrire le nom de votre parrain. Je suis né le 10 novembre 1884 à Chalon-sur-Saône. À 20 ans, je m'engage le 3 mars 1905 au 3e régiment de chasseurs d'Afrique et je rejoins l'Algérie jusqu'en mars 1908. Je suis nommé maréchal-des-logis le 1er août 1907. À l'issue, je suis admis dans la réserve au sein du 12e régiment de chasseurs à cheval de Grès. Rappelé sous les drapeaux le 2 août 1914, je rejoins le 12e régiment de chasseurs à cheval. Mon unité sera de toutes les batailles, accrochant fréquemment l'ennemi, multipliant les reconnaissances et les détachements de découverte. Malheureusement, nos offensives se heurtent à des forces nombreuses et estoppées. C'est le commencement de la stabilisation. Les armées, immobilisées face à face, se livrent désormais à des combats sanglants. C'est dans ces conditions qu'en décembre 1915, le colonel Etienne tente d'intéresser l'état-major français à un projet de cuirassé terrestre comme le modèle britannique. Capable de franchir barbelés et tranchées, de réduire au silence les mitrailleuses ennemies et d'ouvrir les lignes allemandes à nos fantassins. Volontaire pour servir dans cette arme novatrice, je rejoins le 81e régiment d'artillerie lourde le 5 décembre 1916 au sein de l'artillerie spéciale à Marly-le-Roi. Je suis affecté à l'AS-9. Avec l'équipage, nous nous approprions la conduite et le maniement du Schneider sur les premières séries produites. Au début de janvier 1916, après une démonstration efficace, le général Joffre autorise la poursuite du projet et, le 31 janvier, obtient l'achat de 400 Schneider armés du canon de 75 mm et de mitrailleuses Hotchkiss modèle 1914 de 8 mm. Le 16 décembre 1916, le groupe du chef d'escadron Bossu, dont je fais partie, enfin complet en effectif, est transféré à Sercotte pour percevoir notre char. Nous apprenons à mettre en œuvre le canon et les mitrailleuses. Après la formation initiale, mon unité est envoyée le 30 décembre 1916 à Chanlieu, afin de se former à la manœuvre et au tir. C'est la dernière phase d'entraînement avant le retour au front. Petit à petit, notre char devient un membre à part entière de notre unité. Nous poursuivons les entraînements de coordination avec l'infanterie pour qui nous ouvrirons les brèches dans les tranchées et les fils barbelés ennemis. Le 8 avril, j'apprends que nous allons prendre part aux prochaines opérations pour appuyer l'offensive en support du 151e régiment d'infanterie. Le lendemain, les chars embarquent sur le train. Le 11 avril, nous débarquons les chars à Courlandon. L'ordre est donné de rejoindre Cuiry et Chaudardes, qu'on atteint vers 4 heures le lendemain matin sans incident. Les 3 jours suivants sont mis à profit pour vérifier et remettre à niveau notre char. Enfin, avec l'encadrement, j'étudie le terrain pour trouver les angles d'attaque et les franchissements nécessaires. Pendant ce temps, l'artillerie française crache sans arrêt un tapis d'obus, démolissant les réseaux de barbelés, s'efforçant de détruire les tranchées et casemates cimentées des Allemands. Le 16 avril, l'offensive du général Nivelle est ordonnée. Nous nous élançons vers Pont-Aver. Lentement, du fait de l'encombrement créé par le flux de l'artillerie et de l'infanterie,
notre colonne de chars s'ébranle. À 8 heures, nous sommes pris sous le feu de l'artillerie ennemie, mais nous franchissons le pont de la Miette sans grande difficulté. Vers 10h15, la première position allemande tombe, mais 2 chars du groupement sont mis hors de combat par l'artillerie et quelques nids allemands résistent encore dans cette opposition. Nous longeons ensuite le cours d'eau de la Miette jusqu'à la ferme Mauchamp. La résistance s'intensifie, l'artillerie allemande mène un tir de barrage afin de stopper l'avancée des chars en colonne. Le capitaine Jardon déploie alors le groupe en ordre de bataille. Je donne les ordres et nous avançons désormais en ligne. La progression est difficile, le franchissement des tranchées reste un obstacle majeur. Le terrain est pentu et parsemé de trous d'obus d'artillerie. L'infanterie ne suit presque plus. Seuls, nous ouvrons le chemin. Mon char tient bon. Nous attaquons la seconde ligne allemande. Là, le chef d'escadron bossu y perd la vie. Lentement, mais inexorablement, nous avançons. L'odeur des poudres et du carburant se mélange. Mes tireurs s'affairent sur les objectifs successifs ennemis. Je ne prête plus attention au vacarme assourdissant du moteur, des tirs et des impacts sur le blindage. Je me concentre sur le respect de l'alignement de mon char avec ceux de droite et de gauche. Nous devons continuer de progresser. Je finis par perdre le contact avec mon char de droite. Respectant les ordres, je poursuis vers la 3e ligne ennemie de Guignicourt. Nous commençons à manquer de munitions et de carburant, mais nous sommes surtout seuls dans mon champ de vision. Où sont-ils ? Tant pis, on avance. L'impact des balles sur mon char rend la communication interne presque impossible. Tentant de garder mon sang-froid, je les rassure en leur criant des ordres, afin de les maintenir concentrés sur la mission. Puis, soudainement, une vague de chaleur remplit le char. Le maréchal des logis Sauvageot sera cité à titre posthume à l'ordre de l'armée avec obtention de la Croix de guerre 14-18. Seuls la S9 et 5 progressent jusqu'au bois, au sud de Juvincourt. Sur les 128 chars engagés des 2 groupements, 121 seront détruits ou hors de combat. Malgré les pertes lourdes, le char de combat aura mis en évidence le gain stratégique de cette arme, lui ouvrant les portes d'un avenir glorieux. Le maréchal des logis Sauvageot aura fait preuve des plus belles qualités militaires en conduisant ses hommes au sacrifice de sa vie pour réussir la mission. Calme dans le vacarme des combats, il a amené son char au-delà de la 3e ligne ennemie, avec succès malgré le feu nourri adverse. Son goût de l'innovation l'a conduit naturellement vers le premier engagement des chars de combat français. Élèves volontaires sous-officiers, ayez le même goût de la curiosité, des techniques et des armements nouveaux. Vous servirez votre patrie avec succès. Développez votre connaissance de l'histoire pour vous approprier avec autonomie les nouveaux outils de demain, en sachant utiliser le retour d'expérience. En cela, vous honorerez la mémoire de votre parrain et vous vous inscrirez dans la longue tradition de l'innovation de notre défense.